barrières encore qui subsistent à l'embauche, à la promotion, mais aussi à la progression dans le domaine de l'emploi. Par exemple, pour les femmes, il y a encore d'énormes problèmes, c'est-à-dire notamment dans la progression en emploi pour les femmes. On retrouve très peu de femmes, par exemple, dans les postes stratégiques de direction. Dans le domaine, par exemple, de la santé et des services sociaux, la présence des femmes, elle est quand même importante. Toutefois, lorsqu'on regarde dans la hiérarchie de ces organisations, eh bien, plus on monte dans cette hiérarchie, bien, plus ça devient homogène. Non seulement on retrouve moins de femmes, mais également encore moins de personnes issues des minorités visibles, des minorités racisées, et encore moins des personnes autochtones et des personnes handicapées. Donc, il y a encore un énorme travail à faire pour parvenir à l'égalité sur le marché du travail, mais aussi pour pouvoir éliminer les discriminations qui freinent non seulement la présence, mais aussi l'ascension de ces groupes dans le domaine de l'emploi. Oui, et là, je dirais vraiment, là, on vient d'identifier une très mauvaise compréhension du programme d'accès à l'égalité parce que le but n'est pas de discriminer, ce n'est pas une discrimination à rebours envers des groupes, c'est plutôt de corriger des discriminations historiques. Et l'autre élément qui persiste aussi en termes de mythes ou de préjugés autour des programmes d'accès à l'égalité, c'est l'idée qu'on octroie un poste ou un emploi à une personne par le fait qu'il s'est identifié à un des groupes cibles, c'est-à-dire femmes, personnes handicapées ou personnes autochtones, minorités visibles ou ethniques. Alors qu'un principe fondamental des programmes d'accès à l'égalité, c'est à compétences équivalentes. On va préconiser l'embauche d'une personne appartenant à un des groupes cibles pour justement corriger les effets de la discrimination systémique, historique, mais également actuelle dans le domaine de l'emploi.